Sa main trembla en saisissant le balai. Sur le sol du salon, éparpillés comme les fragments d'une vie détruite, gisaient les restes d'un violon qui devait valoir plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans de travail. Le bois poli était fendu, les cordes tordues formaient des dessins grotesques sur le tapis persan. Et là, au centre de ce chaos silencieux, il était assis. Dans son fauteuil roulant, les poings serrés, le visage déformé par une expression mêlant haine et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Nettoyez ça », dit-il, la voix basse et tranchante comme une lame. Elle déglutit avec difficulté. C'était son premier jour. Son premier fichu jour dans ce manoir qui ressemblait davantage à un mausolée qu'à une maison. Les murs blancs et froids, les meubles trop modernes pour être confortables, les tableaux abstraits qui ne disaient rien. Tout, ici, criait l'absence. L'absence de vie, de chaleur, d'humanité. « Oui, monsieur », répondit-elle en baissant les yeux. Elle s'agenouilla et ramassa les morceaux avec précaution, comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, reconstituer l'instrument. Chaque fragment semblait plus lourd qu'il ne devait l'être. Non pas par sa valeur matérielle, mais par ce qu'il représentait. Quelqu'un avait aimé ce violon. Quelqu'un l'avait tenu avec tendresse, en avait tiré des mélodies qui remplissaient les vides. Et maintenant, il était là, brisé, jeté comme un déchet. Comme elle. Non. Elle ne pouvait pas penser ainsi. Pas après tout ce qu'elle avait enduré pour obtenir ce travail. Les fils interminables aux agences, les portes qui se fermaient au nez, les regards de mépris lorsqu'on lui disait qu'il n'y avait pas de poste. Ou pire, lorsqu'on disait qu'il y avait un poste, mais qu'elle n'avait pas le profil adéquat pour la famille. Elle savait ce que cela signifiait. Elle l'avait toujours su. Mais la facture de l'hôpital n'attendait pas. Sa mère ne guérirait pas seule. Et cet emploi, aussi humiliant fût-il, payait 3 fois plus que tout autre qu'elle aurait pu décrocher. Alors elle avait accepté. Sans hésiter, quand la femme de l'agence l'avait appelée pour dire qu'il y avait une opportunité urgente, que le patron était difficile, mais que le salaire compensait. Difficile était un euphémisme généreux. Elle termina de ramasser les plus gros morceaux, les mettant dans un sac plastique qui bruissait à chaque geste. L'homme était toujours là, l'observant avec une intensité troublante. Elle sentait le poids de ce regard comme des pierres s'accumulant sur son dos. « Vous dansez ?» La question tomba de nulle part, si inattendue qu'elle faillit lâcher le sac. « Quoi ?» ?»« J'ai demandé si vous dansiez, » répéta-t-il, agacé. Elle hésita. « Danser !» Le mot seul fit remonter une avalanche de souvenirs. Le petit studio communautaire où elle passait ses après-midi après l'école. Les cours gratuits qu'une professeure offrait aux enfants du quartier. L'odeur de sueur mêlée d'espoir. La sensation de légèreté quand la musique commençait et que son corps savait simplement quoi faire, comme s'il avait été créé pour cela. « Je dansais autrefois », dit-elle, en ramassant les derniers morceaux. « Autrefois », répéta-t-il avec dédain. Tout le monde faisait quelque chose, autrefois. Moi aussi, autrefois, je marchais. Le silence qui suivit fut dense, chargé. Elle ne savait que dire. Chaque mot aurait semblé inapproprié, trop petit pour combler l'abîme que cette phrase avait ouvert. Il fit tourner violemment le fauteuil vers les immenses fenêtres donnant sur le jardin parfaitement entretenu. Dehors, tout était vert et doré sous le soleil de l'après-midi. Fontaines de pierre, rosiers alignés, pelouse taillée à la perfection. Une carte postale de richesse et de bon goût. Mais lui la regardait comme un désert. « Ma mère va donner une fête ici, » dit-il, toujours de dos. Un de ces ridicules événements de charité pour que ses amis riches se sentent de meilleures personnes pendant quelques heures. Elle veut du divertissement. Elle veut que quelqu'un danse. Le cœur d'elle s'emballa. « Et elle pense que vous feriez l'affaire, » ajouta-t-il en se retournant vers elle. Elle se releva, tenant toujours le sac plein des restes du violon. « Je ne danse plus, monsieur. »« Peu m'importe ce que vous faites ou non, » dit-il froidement. « Ma mère le veut, alors cela arrivera. Vous avez 2 semaines pour préparer quelque chose. Quelque chose qui impressionnera les vieux ennuyés, avec trop d'argent et pas assez de conscience. » Elle serra la poignée du sac jusqu'à en avoir mal aux doigts. « Monsieur, je ne peux pas. Cela fait des années que je n'ai pas. »« Vous pouvez et vous le ferez, » la coupa-t-il. « Ou alors, vous pouvez faire vos bagages et partir maintenant. Choisissez. » Il n'y avait pas de choix. Il n'y en avait jamais pour les gens comme elle. Seulement des portes qui se fermaient, ou qui s'entr'ouvraient juste assez pour qu'on s'y glisse, en y laissant des morceaux de soie. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, satisfait de sa reddition, et s'éloigna en roulant dans le couloir. Elle resta là, seule, au milieu de ce salon glacial, serrant contre elle un sac rempli de rêves brisés. Les siens et ceux d'un autre. Les jours suivants, elle découvrit que l'enfer avait des degrés.
Il y avait l'enfer de se lever à 5 heures pour prendre 2 bus jusqu'à ce manoir dans la banlieue aisée. L'enfer de nettoyer des pièces que personne n'utilisait, de polir des couverts que personne ne salissait, de faire des lits où personne ne dormait vraiment. Et il y avait son enfer à lui, celui de cohabiter avec cet homme. Il ne criait pas toujours. Parfois, la cruauté prenait la forme du silence. Il l'ignorait complètement, comme si ses paroles n'étaient qu'un bruit de fond sans importance. D'autres fois, il était plus direct, critiquant la nourriture, même quand elle suivait à la lettre ses instructions. Se plaignant de la température, du bruit qu'elle faisait en nettoyant, de la manière dont elle respirait trop fort en montant les escaliers. Mais le pire, c'était ces moments où il la fixait simplement. Immobile dans son fauteuil, dans le couloir ou à l'entrée de la cuisine, les yeux rivés sur elle avec une intensité presque inquiétante. Comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Ou comme s'il attendait qu'elle craque. Elle ne craquerait pas. La nuit, lorsqu'elle rentrait enfin dans le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa mère, elle s'écroulait sur le lit sans même la force d'enlever ses chaussures. Sa mère, affaiblie par la maladie, lui demandait des nouvelles du travail avec un sourire fatigué qui lui brisait le cœur. « Tout va bien, maman. Le patron est exigeant, mais je m'en sors. » Mensonge. Rien n'allait bien. Mais la vérité ne payait pas les factures médicales. Une semaine passa. Puis 10 jours. La fête approchait et elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle ferait. Comment danser après tant d'années? Comment retrouver quelque chose qu'elle avait enterré si profondément, avec tous les rêves que la vie lui avait refusés? C'est un jeudi qu'elle découvrit le studio. Elle cherchait des produits de nettoyage au sous-sol quand elle vit la porte. Différente des autres, celle-ci était verrouillée. Une serrure neuve, brillante, contrastant avec le bois ancien. La curiosité fut plus forte. Elle regarda autour d'elle, s'assura d'être seule, et tourna la poignée. À sa surprise, la porte s'ouvrit. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. C'était un studio de danse. Des miroirs couvraient un mur entier, des barres fixées à différentes hauteurs, un plancher en bois clair encore imprégné d'odeur de vernis. Mais ce qui attira surtout son attention, ce furent les photographies. Des dizaines, encadrées, accrochées sur le mur opposé. Toutes montraient la même scène, avec de légères variations. Un homme jeune, grand, athlétique, dansant. Et ce n'était pas n'importe quelle danse. Du ballet classique, exécuté avec une perfection technique qu'elle n'avait vue que dans des vidéos professionnelles. Elle s'approcha, hypnotisée. Sur certaines photos, il semblait voler. Sur d'autres, figé dans des poses exigeant une force et un équilibre surhumains. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression de son visage. Un bonheur pur. Une liberté absolue. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. L'homme sur les photos, c'était lui. Son patron. Avant l'accident. Avant le fauteuil roulant. Avant que l'amertume ne le consume. Que faites-vous ici? Elle se retourna si brusquement qu'elle faillit trébucher. Il était dans l'embrasure, bloquant la sortie, le visage livide de colère. Je cherchais des produits de nettoyage et... Sortez. Maintenant. Sa voix était basse, dangereuse. Elle obéit, le cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, il ajouta. Cet endroit n'existe pas, compris? Pour vous, cette pièce n'existe pas. Elle hocha la tête et s'enfuit, les jambes tremblantes. Mais l'image des photographies restait gravée dans son esprit. Et avec elle, une nouvelle compréhension. Il ne la haïssait pas. Il se haïssait lui-même. Et il haïssait tout ce qui lui rappelait ce qu'il avait perdu. Y compris la danse. Cette nuit-là, elle prit une décision. Si elle devait danser à cette fête, ce ne serait pas par obligation. Ce serait pour lui. Même s'il ne le saurait jamais. Même s'il ne la remercierait jamais. Elle danserait pour l'homme qu'il avait été. Pour celui des photos, qui souriait comme s'il avait des ailes. Les jours suivants furent différents. Elle se levait 1 heure plus tôt pour s'entraîner dans sa petite chambre, déplaçant les meubles pour se faire de la place. Son corps protestait à chaque mouvement, mais elle persistait. Étirement, pas de base, mémoire musculaire réveillée. Au manoir, il restait froid et distant. Mais elle commença à remarquer des détails. La façon dont il s'arrêtait devant la porte verrouillée du sous-sol. Ses doigts tapotant le bras du fauteuil quand une musique passait à la radio. Ses yeux fermés, comme s'il combattait quelque chose en lui. 3 jours avant la fête, sa mère arriva. Une femme élégante, cheveux gris soigneusement coiffés, regard doux contrastant avec la dureté du fils. Elle traita la jeune femme avec une gentillesse inattendue. « Alors, c'est vous la jeune fille qui va nous offrir une danse ?» dit-elle avec un sourire. « J'ai hâte de voir ça. » La jeune femme acquiesça, sans savoir quoi répondre. La mère posa brièvement une main sur son bras,
avec chaleur. « Merci d'être resté, murmura-t-elle. Toutes les autres ont abandonné. Mais quelque chose me dit que vous êtes différente. » Ce soir-là, un autre événement survint. Elle finissait de nettoyer la cuisine quand elle entendit de la musique. Venant du sous-sol. Elle descendit silencieusement et vit la porte entr'ouverte, une lueur filtrant par la fente. Elle s'approcha et jeta un coup d'œil. Il était là. Seul dans le studio de danse, dos à la porte, fixant les photos. Il ne bougeait pas. Il regardait, simplement, comme si ces images appartenaient à un autre homme, à une autre vie. Alors elle comprit. Il n'avait pas verrouillé cette porte pour la tenir éloignée. Il l'avait verrouillée pour s'en tenir lui-même éloigné. Parce qu'y entrer faisait trop mal. Parce que ce souvenir faisait trop mal. Elle recula sans bruit et remonta les escaliers. Mais une certitude grandissait en elle. Ce qu'elle ferait à cette fête ne serait pas un divertissement. Ce serait une délivrance. Peut-être pas de son corps, qui ne danserait plus jamais comme avant. Mais de son âme, toujours prisonnière dans ce studio, dans ses photos, dans ce passé. Et il ne lui restait que 3 jours pour découvrir comment. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce qui va se passer ensuite va tout changer. Le matin de la fête s'était levé sous un ciel gris menaçant de pluie. Elle se réveilla avec un nœud dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec le temps. C'était les dernières heures avant l'événement et elle ne savait toujours pas exactement ce qu'elle allait faire. Elle avait pratiqué, oui, mais répéter seule dans sa petite chambre était complètement différent de se produire devant des dizaines d'inconnus riches qui la jugeraient probablement avant même qu'elle ne fasse le premier pas. Elle arriva au manoir plus tôt que d'habitude. La maison était déjà en effervescence. Des fleuristes entraient et sortaient avec d'énormes arrangements. Des serveurs en uniforme disposaient les tables dans le jardin, des techniciens installaient le matériel de son et d'éclairage. Tout devait être parfait. Tout devait impressionner. Elle tenta de rester invisible, accomplissant ses tâches habituelles pendant que le chaos contrôlé envahissait chaque pièce. Mais il était impossible de ne pas sentir la tension dans l'air. Surtout venant de lui. Le patron était encore plus irrité que d'habitude. Il cria contre le responsable des fleurs parce que les couleurs n'étaient pas exactement celles que sa mère avait demandées. Il fit réorganiser toutes les tables du jardin 3 fois. Se plaignit de la température, de la luminosité, du bruit. Se plaignit de tout et de tout le monde. Mais il ne dit pas un mot à son égard. C'était comme si, depuis cette nuit où elle l'avait vu dans le studio, un mur encore plus haut s'était élevé entre eux. Il l'évitait, détournait le regard lorsqu'elle passait, quittait les pièces quand elle entrait. Et cela, étrangement, faisait plus mal que les insultes et les ordres impossibles. Vers midi, sa mère apparut à nouveau. Elle était accompagnée d'une autre femme, plus jeune, blonde, vêtue de vêtements coûteux et arborant un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Les deux discutaient vivement des préparatifs en parcourant la maison, vérifiant chaque détail. « Chérie, tu dois rencontrer notre danseuse », dit la mère du patron en lui faisant signe alors qu'elle nettoyait la rampe de l'escalier. La domestique descendit, s'essuyant les mains sur son tablier, ressentant le poids du regard analytique de la blonde. « Alors c'est toi », dit la blonde, et il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose de froid, calculé. Choix intéressant. Victoria est organisatrice d'événements, expliqua la mère du patron, indifférente à l'attention. Elle m'aide à coordonner tout aujourd'hui. C'est une professionnelle brillante. Victoria sourit, mais son sourire avait des dents. Je suis sûre que ce sera une prestation mémorable, dit-elle, en accentuant le dernier mot d'une manière qui fit frissonner la domestique. J'ai hâte. Les deux femmes s'éloignèrent, reprenant leur discussion sur les détails de la fête. Mais la domestique resta là, le cœur serré. Quelque chose dans cette rencontre n'allait pas. Dans le regard de Victoria, comme si elle jaugeait une adversaire. La journée passa à une vitesse effrayante. À 4 heures de l'après-midi, les premiers invités commencèrent à arriver. Des voitures importées stationnaient à l'entrée circulaire, des hommes en costume et des femmes en robe de créateurs descendaient avec des sourires étudiés et des conversations vides. Elle les observait depuis la fenêtre de la cuisine, tandis qu'elle aidait à organiser les plateaux de canapés. C'étaient des gens d'un autre monde. Un monde où les problèmes se résolvaient avec de l'argent, où le confort était garanti, où l'avenir était certain. Si différent de sa réalité qu'il pourrait s'agir d'une autre planète. À 6 heures, elle fut autorisée à se préparer. Elle avait apporté une tenue simple, une robe noire achetée dans une friperie, rien à voir avec les tenues des invités, mais c'était le mieux qu'elle possédait. Elle se changea dans la petite salle de bain de service, les mains tremblantes en attachant ses cheveux. Elle se regarda dans le miroir. Cerne profond, visage tendu, lèvres serrées en une ligne fine. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un sur le point de danser. Elle ressemblait à quelqu'un se rendant à son propre jugement.
Elle inspira profondément, essayant de calmer ses nerfs. Elle pensa à sa mère, à la facture de l'hôpital, à la raison pour laquelle elle était là. Elle pensa aussi aux photos dans le studio, à cet homme jeune suspendu dans les airs, libre, heureux. Et elle sentit une détermination renouvelée grandir en elle. Elle sortit de la salle de bain et faillit presque heurter Victoria. « Désolée », murmura-t-elle, essayant de passer. Mais l'organisatrice bloqua le passage, s'appuyant contre le mur avec un sourire désormais ouvertement hostile. « Tu sais, je connais le fils de Madame Hélène depuis des années, » dit Victoria, la voix basse pour que personne d'autre n'entende. « Depuis avant l'accident. Nous étions proches. Très proches. » La domestique ne répondit pas, attendant seulement, sentant le danger dans l'air comme un animal sent l'approche d'un prédateur. « Il n'a pas besoin de charité déguisée en divertissement, » continua Victoria en avançant d'un pas. « Il n'a pas besoin de quelqu'un comme toi essayant de le faire se sentir mieux avec lui-même. Ce dont il a besoin, c'est qu'on le laisse tranquille. »« Je n'essaie rien, » répondit la domestique, trouvant sa voix. « Je fais juste ce qu'on m'a demandé. »« Bien sûr que oui, » rit Victoria, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. « Vous êtes toutes pareilles. Vous pensez pouvoir entrer dans la vie de gens comme nous et changer quelque chose avec vos gestes nobles et vos histoires tristes. Mais vous ne le pouvez pas. Vous n'appartenez pas à ce monde. Et plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour tout le monde. » Avant que la domestique ne puisse répondre, Victoria s'éloigna, les talons résonnant dans le couloir. Elle resta là, le cœur battant, les mots empoisonnés résonnant encore dans son esprit. À cette heure précise, la fête battait son plein. Le jardin illuminé ressemblait à un décor de film. La musique douce résonnait dans les haut-parleurs stratégiquement placés, les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de mets raffinés. Les rires polis et les conversations superficielles créaient une bande-son de richesse et de privilèges. Elle observait tout de loin, cachée près de la cuisine, voyant les invités s'amuser tandis que l'anxiété rongeait ses entrailles. Dans quelques minutes, ce serait son tour. Dans quelques minutes, elle devrait sortir et s'exposer à tous ces regards jugeants. La mère du patron monta sur la petite scène près de la fontaine. Elle demanda l'attention avec élégance, remercia tous les présents, parla de l'importance de la charité et des projets financés par la soirée. Des mots beaux, bien articulés, qui firent applaudir tout le monde poliment. « Et maintenant, » annonça-t-elle avec un sourire chaleureux, « nous avons une surprise spéciale. Une jeune fille talentueuse va nous offrir une prestation de danse. » Les applaudissements furent plus contenus cette fois, mêlés à des murmures curieux. La domestique sentit toutes ses forces la quitter. C'était le moment. Elle commença à marcher vers la scène, chaque pas pesant des tonnes. Elle passait entre les invités qui s'écartaient, leur regard oscillant entre curiosité polie et désintérêt évident. Certains murmuraient entre eux. Elle pouvait imaginer le type de commentaire. Elle monta sur scène, les lumières vives l'aveuglant momentanément. Lorsque sa vue s'ajusta, elle chercha du regard le patron dans la foule. Elle le trouva, éloigné, près de la maison, dans son fauteuil, observant avec une expression indéchiffrable. Sa mère était à ses côtés, souriant avec encouragement. Et elle comprit. Victoria était proche de l'équipement sonore. Trop proche. Et le technicien responsable n'était nulle part. Avant qu'elle ne puisse traiter cette information, la mère du patron fit signe qu'elle pouvait commencer. La domestique hocha la tête, ferma les yeux et attendit que la musique démarre. Elle attendit. Et attendit encore. Mais aucun son ne vint. Elle ouvrit les yeux, confuse. Regardant autour d'elle, essayant de comprendre ce qui se passait. Les invités commencèrent à s'impatienter. Quelques rires étouffés surgirent ici et là. Quelqu'un fit un commentaire qu'elle n'entendit pas, mais qui provoqua davantage de rire. Elle regarda Victoria et vit ce sourire. Ce foutu sourire satisfait de quelqu'un qui venait de gagner une bataille sans même combattre. La musique ne jouerait pas. Elle avait tout saboté. La panique monta dans sa gorge. Elle était là, exposée devant des dizaines d'inconnus, sans musique, sans rien. Juste elle et un silence grandissant, de plus en plus embarrassant. Elle voyait les expressions des invités changer. La curiosité cédant la place à l'inconfort. L'inconfort cédant la place au mépris. C'était exactement ce que Victoria voulait. L'humilier. Prouver qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle chercha à nouveau le patron dans la foule. Leurs yeux se croisèrent. Et à ce moment-là, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Ce n'était ni de la pitié, ni du plaisir à voir son embarras. C'était de la reconnaissance. Comme s'il savait exactement ce que c'était d'être là, exposé, brisé, jugé par des gens qui ne comprendraient jamais. Et ce fut cela qui la sauva. Pas la prestation. Mais elle. Elle inspira profondément, ferma à nouveau les yeux. S'il n'y avait pas de musique, elle en créerait elle-même.
Elle commença à applaudir. Lentement au début, cherchant un rythme. Les claquements résonnèrent dans le jardin silencieux, étrangement forts, presque agressifs dans le silence embarrassant. Quelques invités rirent. D'autres semblaient réellement confus. Mais elle ne s'arrêta pas, continua à applaudir, accélérant progressivement le rythme, laissant ce simple son remplir l'espace. Et alors elle commença à bouger. Ce n'était pas du ballet classique. Ce n'était rien de ce qu'elle avait répété. C'était quelque chose de viscéral, né de ce moment de désespoir et transformé en mouvement pur. Chaque pas portait des années de frustration. Chaque tour exprimait des rêves abandonnés. Chaque saut était un cri silencieux contre toutes les portes fermées, tous les préjugés affrontés, toutes les fois où on lui avait dit qu'elle n'était pas suffisante. Elle dansait avec colère, avec douleur, avec une vérité brute qu'aucune répétition ni simulation ne pouvait reproduire. Le jardin tomba dans le silence. Les rires cessèrent. Même les chuchotements moururent. Tous observaient, captivés par cette performance improbable devant eux. Elle dansait et applaudissait, créant sa propre musique, sa propre bande-son de résistance. La robe simple tournait autour de ses jambes, les pieds nus sur la scène de bois créaient un autre rythme, un autre son se mêlant aux applaudissements. Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quelqu'un dans la foule commença à applaudir avec elle. Puis un autre. Et un autre. En quelques secondes, des dizaines de mains créaient une percussion collective, un rythme tribal pulsant à travers la nuit. Les invités riches, dans leurs vêtements coûteux et leur vie parfaite, applaudissaient une domestique dansant sans musique sur une scène improvisée. Elle ouvrit les yeux, surprise, faillit trébucher sur son propre mouvement. Mais elle ne s'arrêta pas, laissa cette énergie collective la propulser plus haut, plus loin. Elle dansait maintenant non seulement pour elle, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, diminués, sous-estimés. Elle tourna une dernière fois, les bras ouverts vers le ciel qui commençait à s'assombrir, et s'arrêta. Figée dans une pose exprimant à la fois reddition et victoire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, comme une digue qui cède, les applaudissements éclatèrent. Ce n'étaient pas les applaudissements polis d'avant. Ils étaient authentiques, tonitruants, vibrants. Les gens se levèrent. La mère du patron avait les larmes aux yeux. Même Victoria semblait choquée, bien qu'elle tente de cacher son émotion derrière un masque d'indifférence. Mais elle ne regardait personne. Juste lui. Et il pleurait. Des larmes coulaient sur son visage dur, brillantes sous les lumières du jardin. Il ne faisait aucun bruit, ne sanglotait pas, mais les larmes tombaient libres, comme si un barrage retenant des années de douleur venait enfin de céder. Elle descendit de la scène, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Les invités l'entouraient, la complimentant, mais elle traversa la foule avec un seul objectif, aller vers lui. Elle s'arrêta devant le fauteuil. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Toute la dureté avait disparu. Toute la colère s'était dissoute. Il ne restait qu'un homme brisé qui venait de voir quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Elle tendit la main. Elle ne dit rien. Inutile. Le geste disait tout. Une invitation. Un pont. Une offre de connexion entre deux mondes qui semblaient irréconciliables. Il regarda la main tendue. Puis son visage. Puis de nouveau la main. Tout le jardin semblait retenir son souffle, attendant, observant ce moment qui transcendait d'une manière ou d'une autre l'événement lui-même. Victoria était à quelques mètres, et la domestique sentait la tension émaner d'elle. Sentait la colère contenue, la haine à peine dissimulée. Mais peu importait. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Juste cette main tendue. Juste ce choix qu'il devait faire. Lentement, si lentement que cela semblait une éternité, il leva sa propre main. Les doigts tremblaient. Sa respiration était irrégulière. Mais il atteignit, toucha sa main, et la serra. Le contact des mains ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour tout changer. Lorsqu'il lâcha enfin, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la gratitude. C'était la reconnaissance. Comme si, pour la première fois, il la voyait vraiment. Pas comme employée, pas comme divertissement, mais comme personne. Les invités recommencèrent à circuler dans le jardin, les conversations reprirent, la fête suivit son cours. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle le sentit dans la façon dont les gens la saluaient maintenant, certains s'arrêtant pour commenter sa performance, d'autres offrant des cartes de visite, parlant d'opportunités qui pourraient se présenter. Des paroles polies qui ne signifiaient probablement rien, mais qui réchauffaient malgré tout quelque chose en elle. Victoria disparut à un moment de la soirée. Elle se fondit simplement parmi les invités sans dire au revoir, laissant derrière elle cette atmosphère de défaite à peine dissimulée. La mère de son patron rayonnait,
remerciant chaleureusement, disant que c'était la partie la plus émouvante de toute la soirée. Mais lui ne dit rien. Il resta là, à l'écart de la foule, observant tout avec cette expression nouvelle qu'elle ne parvenait pas encore à déchiffrer complètement. Quand la fête se termina enfin, il était déjà passé minuit. Elle aida à ramasser les verres et les assiettes, à ranger les nappes, à organiser le chaos qui reste toujours après une célébration. Ses pieds lui faisaient mal. Tout son corps protestait de fatigue, mais il y avait une légèreté étrange qui la soutenait. Elle terminait de nettoyer la cuisine lorsqu'elle entendit le bruit du fauteuil roulant derrière elle. Elle se retourna. Il se tenait à la porte, portant encore le costume sombre de la fête, les cheveux légèrement en désordre, une expression sérieuse sur le visage. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il. Ce n'était pas une accusation. C'était une constatation. Elle s'essuya les mains sur le torchon, attendant qu'il continue. « Cette musique n'a pas joué exprès, » poursuivit-il. « J'ai vu ce qu'elle a fait. » Victoria. Alors il avait remarqué le sabotage. « Peu importe, » répondit-elle, et c'était vrai. Ça a fonctionné de toute façon. Il resta silencieux un long moment, le regard lointain. « Ça fait 5 ans, » dit-il finalement. 5 ans depuis que je suis entré dans ce studio. Depuis que j'ai regardé ces photos. Depuis que j'ai laissé mon esprit même penser à la danse. Elle ne répondit pas, sentant qu'il avait besoin de parler, que ces mots étaient retenus depuis trop longtemps. L'accident n'était pas juste un accident, continua-t-il, la voix plus basse maintenant. Je conduisais. Je revenais d'une répétition importante, une audition qui aurait pu changer ma carrière. J'étais fatigué, mais heureux. Tellement heureux que je n'ai pas vu le camion. Je ne l'ai pas vu avant qu'il ne soit trop tard. Il fit une pause, serrant les bras du fauteuil. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai pensé que le pire serait de ne plus pouvoir marcher. Mais ce n'était pas ça. Le pire, c'était de réaliser que je ne danserais plus jamais. Que tout ce que j'étais, tout ce que j'avais construit, toutes ces heures d'entraînement, toute cette sueur et ce sang, tout avait été arraché en une seconde. Je suis désolé, murmura-t-elle, car il n'y avait pas d'autre mot. Ma fiancée m'a quitté 2 semaines après, continua-t-il, comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer ça. Le fauteuil, ma colère, ce que j'étais devenu. Et elle avait raison. Je suis devenu un monstre. Il la regarda directement alors, et il y avait une douleur brute dans ce regard. Je t'ai traité terriblement. Je t'ai traité de la pire manière possible. Et pourtant, tu as dansé. Tu as dansé pour moi. Pourquoi? La question resta suspendue entre eux. Elle réfléchit soigneusement avant de répondre. Parce que j'ai vu les photos, dit-elle simplement. J'ai vu qui tu étais. Et j'ai pensé que peut-être cette personne était encore quelque part, juste perdue. Il ferma les yeux, respirant profondément. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait de l'humidité dedans. Je ne mérite pas ta gentillesse. Probablement pas, acquiesça-t-elle, et vit un fantôme de sourire apparaître au coin de sa bouche. Mais je ne méritais pas non plus d'être traité de cette façon. Et nous voilà. Il hocha lentement la tête, comme pour assimiler quelque chose intérieurement. Demain, dit-il en tournant le fauteuil pour partir. Demain, on parlera mieux. De tout. Et il partit, la laissant seule dans la cuisine avec plus de questions que de réponses. Les jours suivants furent étranges. Il continuait d'être son patron, elle continuait d'être l'employé, mais il y avait un changement subtil dans leurs interactions. Il ne criait plus. Il ne faisait plus de commentaires cruels. En fait, il parlait à peine, mais c'était un silence différent de celui d'avant. Ce n'était pas de l'agression. C'était de la contemplation. Elle l'aperçut plusieurs fois immobile devant cette porte du sous-sol. Juste à la regarder, sans entrer, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose. Une fois, la nuit, alors qu'elle pensait que tout le monde était parti, elle vit de la lumière passer sous la porte. Elle descendit silencieusement et regarda par l'interstice. Il était là. Ne faisant rien, assis sur la chaise au milieu du studio, regardant les photos. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ce ne semblait pas être de la torture. Cela ressemblait à un adieu. Ou peut-être à des retrouvailles. Difficile à dire. 1 semaine après la fête, sa mère réapparut. Elle avait amené avec elle une femme plus âgée, noire, aux cheveux gris attachés en un chignon élégant et aux yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. « Voici Catherine », présenta la mère du patron. Elle dirige une école de danse en ville. L'une des meilleures. Catherine tendit la main, serrant fermement celle de l'employé. « J'ai vu ta prestation », dit-elle directement. C'était brut, désordonné, techniquement imparfait. Mais il y avait de l'âme. Et l'âme ne s'enseigne pas. Où as-tu entraîné? L'employé hésita, surprise par cette franchise.
Centre communautaire. Quand j'étais enfant. Cours gratuit. Catherine acquiesça, comme si cela confirmait quelque chose. Je pensais. Ça se voit. Tu as un talent naturel, mais tu as besoin de technique, de discipline, d'un entraînement adéquat. Je t'offre une bourse complète dans mon école. Le monde sembla s'arrêter. L'employé regarda Catherine, puis la mère du patron, essayant de comprendre si c'était réel ou une sorte de blague cruelle. Mon fils finance, expliqua sa mère. Il voulait faire quelque chose. Il voulait remercier. Alors nous avons discuté et décidé que cela avait du sens. Je ne peux pas accepter, répondit-elle automatiquement. Je dois travailler. Ma mère est malade, les factures. C'est déjà réglé, interrompit la mère du patron doucement. Les frais médicaux de ta mère seront couverts. Et tu continueras à recevoir ton salaire pendant que tu étudies. Considère cela comme une bourse complète. C'était trop. Tout cela était trop. Elle sentit les larmes brûler, menaçant de déborder. Pourquoi? Réussit-elle à demander. Pourquoi ferait-il ça? Catherine et la mère du patron échangèrent un regard. Parce que tu lui as rappelé quelque chose qu'il avait oublié, dit Catherine. Tu lui as rappelé ce qu'est réellement la danse. Ce n'est pas la perfection technique ou des performances impeccables. C'est la vérité. Utiliser le corps pour exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Et il a vu cela en toi cette nuit-là. Les cours commencèrent la semaine suivante. Catherine n'était pas une professeure indulgente. Elle était exigeante, rigoureuse, n'acceptait ni excuse ni médiocrité. Elle poussait l'employé au-delà de ses limites, corrigeant chaque mouvement, chaque posture, chaque expression. Tu danses avec colère, dit Catherine lors des premiers cours. Et la colère a sa place. Mais tu dois apprendre à danser avec d'autres émotions aussi. Avec joie. Avec espoir. Avec paix. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où son corps criait de douleur, des jours où elle voulait abandonner, des jours où il semblait impossible de concilier les entraînements intensifs avec le travail à la maison et les visites à sa mère à l'hôpital. Mais elle persistait. Parce que cette opportunité était unique. Parce que les gens comme elle n'avaient pas de seconde chance. Et parce que, d'une étrange manière, elle sentait qu'elle ne faisait pas cela seulement pour elle. Elle le faisait aussi pour lui. À la maison, les changements continuaient. Il recommença la physiothérapie. Elle le voyait parfois, travaillant avec le thérapeute dans la salle adaptée du 2e étage, transpirant, s'efforçant, luttant contre son propre corps. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Peut-être ne marcherait-il jamais complètement. Mais il essayait. Et c'était déjà quelque chose. Un après-midi, elle rentra d'un entraînement épuisé et le trouva l'attendant dans la cuisine. 2 tasses de café étaient posées sur la table. Il lui fit signe de s'asseoir. « Comment ça se passe » demanda-t-il. « L'école de danse. » « Difficile, » répondit-elle honnêtement. Catherine ne fait pas de cadeaux. Elle n'en a jamais fait, dit-il, une touche de nostalgie dans la voix. Elle a été aussi ma professeure. Il y a de nombreuses années. Alors c'était ça. La connexion qu'elle n'avait pas comprise. Elle m'a transformé d'un garçon talentueux en danseur professionnel, continua-t-il. C'était brutal, mais nécessaire. Et maintenant elle fait la même chose avec toi. Il prit une gorgée de café, regardant par la fenêtre le jardin où la fête avait eu lieu. « Je veux te demander quelque chose, » dit-il. Quelque chose qui pourrait être injuste. Mais je dois demander quand même. Elle attendit, curieuse et légèrement inquiète. Dans 2 mois, Catherine organise un récital. C'est une présentation importante, avec des invités influents, des critiques, des personnes pouvant ouvrir des portes. Elle veut que tu participes. Je sais, confirma l'employé. Elle l'a déjà mentionné. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas dit, poursuivit-il, la regardant enfin directement. Je danserai aussi. Le silence qui suivit fut profond. Elle tenta de comprendre ces mots, leur signification. Pas comme avant, se hâta-t-il d'expliquer. Ce ne sera jamais comme avant. Mais Catherine a développé une chorégraphie adaptée. Quelque chose que je peux faire. Quelque chose qui incorpore le fauteuil, qui utilise mes limitations comme partie de l'expression. Il fit une pause, les doigts tambourinant nerveusement sur la table. Et elle veut que ce soit un duo. Toi et moi. Son cœur s'emballa. Un duo. Avec lui. Danser ensemble. Je comprends si tu dis non, continua-t-il rapidement. Je comprends si c'est trop, si tu préfères faire une performance solo. Mais Catherine pense qu'ensemble, nous pourrions créer quelque chose de significatif. Quelque chose qui montre que la danse n'est pas une question de corps parfait ou de mouvement parfait. C'est une question de connexion. De raconter des histoires.
Elle regarda cet homme qui, il y a quelques semaines, n'était qu'un patron cruel. Elle vit quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un de vulnérable, courageux, luttant pour se reconstruire morceau par morceau. Oui, dit-elle. J'accepte. Le sourire qui illumina son visage fut comme un soleil levant. Sincère, chaleureux, transformateur. Les entraînements pour le duo commencèrent la semaine suivante. Catherine les guidait avec patience et fermeté, construisant une chorégraphie à la fois belle et douloureuse. Chaque mouvement racontait une histoire. La leur. De chute et de reconstruction. De fierté et d'humilité. De rencontre entre deux mondes différents. Ce n'était pas du ballet classique. Ce n'était pas de la danse contemporaine traditionnelle. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose d'eux. Un langage créé à l'intersection de leurs histoires, de leurs douleurs, de leurs espoirs. Un après-midi, 3 semaines avant le récital, Catherine les fit s'arrêter au milieu de la répétition. « C'est ça, » dit-elle, les yeux brillants. « Ce que vous venez de faire. C'est exactement ça. Ne changez rien. » Ils se regardèrent, suants, épuisés, mais avec quelque chose de triomphant dans les yeux. Ils avaient trouvé. Après des heures d'essais et d'erreurs, ils avaient enfin trouvé le cœur de la chorégraphie. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à partir, il l'appela. « Merci, » dit-il simplement, « d'avoir accepté de faire ça, de m'avoir donné cette chance de danser à nouveau. Même si c'est différent, même si ce ne sera jamais comme avant. »« Peut-être que c'est mieux qu'avant, » répondit-elle, « parce que maintenant ça a un sens plus profond. » Il acquiesça, considérant ces mots. « Tu sais, pendant des années j'ai cru que ma vie avait fini avec cet accident, que j'avais perdu tout ce qui comptait. Mais peut-être que j'avais besoin de tout perdre pour trouver quelque chose de plus important. »« Et quoi ?» demanda-t-elle doucement. Il regarda autour du studio, vers les photographies accrochées au mur qui maintenant le regardaient non pas avec accusation mais avec encouragement. « Un but, » dit-il enfin. « Pas le but que les autres attendaient de moi, mais le mien. Le vrai. » Les semaines suivantes passèrent dans un flou de répétition, d'ajustement, de préparation. La mère du patron venait de temps en temps, toujours avec ce sourire fier et ému. La santé de sa mère s'améliorait progressivement grâce au traitement approprié. Victoria n'était plus apparue, mais les échos de son sabotage résonnaient encore comme un rappel que tout le monde ne voulait pas les voir triompher. Mais ils continuaient, jour après jour, mouvement après mouvement, construisant quelque chose ensemble que aucun des deux n'aurait pu créer seul. Jusqu'à ce que finalement arrive la veille du récital. La veille de tout changeait encore une fois. Le matin du récital s'est levé dans un silence lourd. Elle s'est réveillée avant le réveil, l'estomac noué d'anxiété, les mains moites. Elle a regardé le plafond de la minuscule chambre, respirant profondément, essayant de calmer les nerfs qui menaçaient de la submerger. Aujourd'hui était le jour. Après des semaines de préparation, d'entraînements épuisants, de moments de doute et de petites victoires, l'heure était enfin venue de montrer au monde ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle a rendu visite à sa mère à l'hôpital avant de se rendre au théâtre. La femme était assise sur le lit, avec beaucoup plus de couleur sur le visage qu'elle n'en avait eu depuis des mois, les yeux brillants de fierté lorsque sa fille entra dans la chambre. « Ma fille va danser dans un vrai théâtre aujourd'hui, » dit-elle en serrant la main de sa fille avec une force surprenante. « J'ai toujours su que ce jour viendrait. J'ai toujours cru en toi. » Les larmes menaçaient de couler, mais elle se retint. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Elle devait rester forte, concentrée, présente. « Merci, maman, de ne jamais avoir abandonné. »« Comment pourrais-je abandonner ?» sourit sa mère. « Tu es mon miracle. Depuis le jour où tu es née. » Elle est arrivée au théâtre 2 heures avant le début. Le bâtiment était imposant, avec une architecture classique et de larges escaliers menant à l'entrée principale. Des lettres dorées annonçaient le nom de l'événement. Les membres de la production couraient de tous côtés, vérifiant l'éclairage, le son, le décor. Une énergie frénétique régnait dans l'air, cette tension caractéristique de toute grande représentation. Catherine l'accueillit dans les coulisses avec une étreinte rapide mais significative. « Comment te sens-tu » ? Terrifiée, avoua-t-elle. « Bien, » sourit Catherine. « Cela signifie que tu tiens à ce que tu fais. Le trac, c'est de l'énergie. Tu dois juste savoir comment la canaliser correctement. » Il arriva une demi-heure plus tard, accompagné de sa mère. Il semblait tendu mais déterminé, portant des vêtements noirs d'entraînement qui mettaient en valeur les muscles travaillés lors des mois de physiothérapie intensive. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux. Une complicité silencieuse. Une reconnaissance mutuelle du moment qu'ils étaient sur le point de vivre. « Prêt ?» demanda-t-il. «
Autant que je peux l'être, répondit-elle. Catherine rassembla tous les participants du récital pour une dernière discussion. Il y avait d'autres danseurs, certains jeunes étudiants, d'autres professionnels plus expérimentés. Chacun participerait à différents numéros au cours de la soirée. Mais leur duo serait la clôture. Le grand final. Pas de pression, dit Catherine avec un sourire ironique qui arracha des rires nerveux à tous. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour être vrai. Pour raconter vos histoires à travers le mouvement. Le public ne veut pas de perfection technique. Il veut de l'émotion. Il veut de l'humanité. Il veut de la connexion. Les paroles résonnèrent. Elle les garda comme un talisman contre la peur qui menaçait de la paralyser. Le théâtre commença à se remplir. Elle espionnait depuis le rideau latéral de la scène, voyant les sièges se remplir un à un. Il y avait des centaines de personnes, critiques de danse, journalistes culturels, mécènes des arts, étudiants, passionnés. Une mer de visages inconnus qui bientôt la jugerait, évaluerait, déciderait si elle était suffisamment bonne. Et puis elle vit Victoria. La femme entrait par le couloir central, élégante dans une robe bleu foncé, cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un homme plus âgé, distingué, qu'elle reconnut grâce aux photos dans les journaux. L'un des critiques les plus influents de la ville. Quelqu'un dont l'opinion pouvait faire ou défaire des carrières. Son estomac se noua. Victoria n'était pas là pour soutenir. Elle était là pour être témoin de l'échec qu'elle espérait probablement encore voir se produire. « Elle est là », murmura-t-elle à son attention lorsqu'il s'approcha. Il regarda dans la direction indiquée et son visage se durcit un instant. Puis il se détendit, respirant profondément. « Peu importe, dit-il. Elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. » Mais elle en avait. Au moins le pouvoir de semer le doute, de laisser le venin de l'insécurité se répandre. Et c'était suffisant pour déstabiliser. Le récital commença. Les premiers numéros se succédèrent, chacun montrant des styles et niveaux de compétences différents. Certains étaient techniquement impressionnants, exécution parfaite de chorégraphies complexes. D'autres étaient plus expérimentaux, défiant les conventions. Tous étaient applaudis poliment. Elle et lui attendaient dans les coulisses, s'échauffant, maintenant leurs muscles prêts. Ils faisaient des exercices adaptés, bougeant les bras en large cercle, étirant le torse, travaillant les groupes musculaires qu'il utiliserait. Elle faisait ses propres étirements, essayant de maintenir sa respiration contrôlée, son esprit concentré. Catherine apparaissait de temps en temps, vérifiant s'ils allaient bien, offrant de l'eau, des ajustements de dernière minute aux vêtements. Mais surtout, offrant sa présence. Ce soutien silencieux venant de quelqu'un qui avait déjà été sur cette scène d'innombrables fois et comprenait le poids du moment. Enfin, l'heure arriva. Le avant-dernier numéro se termina sous des applaudissements enthousiastes. L'animateur monta sur scène, demandant l'attention du public. Et maintenant, pour clore notre soirée, nous avons quelque chose de spécial. Une chorégraphie originale créée par Catherine Morrison elle-même, interprétée par deux danseurs qui représentent non seulement la technique, mais aussi le dépassement, le courage et la force transformatrice de l'art. Pause dramatique. Veuillez accueillir chaleureusement ce duo extraordinaire. Les lumières s'éteignirent. Le théâtre plongea dans l'obscurité totale. Elle pouvait entendre son propre cœur battre, trop fort, trop vite. Elle sentait sa présence à ses côtés, tous deux positionnés au centre de la scène, invisibles pour le public mais exposés d'une manière qui dépassait le physique. La musique commença. Douce au départ, seules des cordes graves créant une base mélancolique. Une lumière unique s'alluma, un faisceau étroit qui les révéla progressivement au public. Et ils commencèrent. Les premiers mouvements étaient les siens. Les bras se levèrent lentement, le torse s'inclina, le fauteuil roulant devint une extension de son corps plutôt qu'une limitation. Chaque geste portait du poids, de l'histoire, du sens. Ce n'était pas un homme essayant de compenser l'absence de jambes. C'était un homme utilisant tout ce qu'il avait pour exprimer quelque chose de plus grand que lui. Puis elle entra, se déplaçant d'abord autour de lui, en orbite comme autour d'un soleil. Ses mouvements étaient plus fluides, plus expansifs, contrastant avec sa retenue. Mais ce n'était pas une compétition. C'était une complémentarité. Deux langages différents dialoguant, créant une conversation à travers le mouvement. La chorégraphie les rapprochait et les éloignait en vagues. Moments de contact intime où leurs mains se touchaient, où elle s'appuyait sur lui et il la guidait, suivis de moments de séparation où chacun explorait son propre espace. C'était une danse d'attraction et de résistance, de connexion et d'indépendance. De deux personnes trouvant des façons d'exister ensemble sans s'annuler. La musique monta en intensité, les cordes se firent plus fortes, d'autres instruments rejoignirent la base mélancolique.
Et la chorégraphie grandit avec elle. Les mouvements devinrent plus urgents, plus désespérés. La colère était là maintenant. Colère contre les limites imposées par la vie. Colère contre les injustices. Colère contre tout ce qui avait essayé de les détruire. Elle tournait autour de lui dans des mouvements défiant la gravité, le corps se tordant en forme exprimant la douleur sans parole. Il répondait avec des gestes qui, bien que techniquement plus simples, portaient la même intensité émotionnelle. Le fauteuil tournait, s'inclinait, devenait partie intégrante de la narration visuelle. Puis vint le moment. Le moment qu'ils avaient répété des centaines de fois, mais qui effrayait à chaque fois qu'il arrivait. Le moment de vulnérabilité maximale de la chorégraphie. Elle s'approcha de lui par devant. Elle s'agenouilla, mit ses mains sur les siennes, qui reposaient sur les accoudoirs du fauteuil. Elle le regarda droit dans les yeux, sachant que le public ne pouvait pas voir clairement leur visage sous cet éclairage dramatique. Mais eux, ils voyaient. Et c'était pour eux que ce moment existait. Alors elle se leva lentement, le tirant avec elle. Il se leva. Pas complètement. Pas comme avant. Mais il se leva, soutenant le poids sur les jambes encore partiellement fonctionnelles, appuyé sur elle, sur les mois de physiothérapie, sur la volonté pure. Tout le théâtre retint son souffle. Ils restèrent ainsi, lui debout soutenu par elle, tous deux tremblants sous l'effort physique et émotionnel de ce moment. La musique atteignit son climax, violon hurlant, percussion tonnant. Et ils dansèrent. Ensemble, dans une synchronisation qui transcendait la technique. Ce n'étaient pas des pas complexes. Ce n'étaient pas des mouvements qui impressionnaient par leur difficulté technique. Mais ils étaient vrais. Brutalement, douloureusement, magnifiquement vrais. Il retourna s'asseoir dans le fauteuil, l'effort de rester debout étant trop intense pour durer longtemps. Mais il n'y avait aucune défaite dans ce mouvement. Il y avait acceptation. Paix avec ce qui était possible maintenant, au lieu de regret pour ce qui ne l'était plus. La chorégraphie continua jusqu'à sa conclusion. Les mouvements devinrent plus doux, plus réconciliés. La colère céda à l'acceptation. La douleur céda à l'espoir. Et enfin, à la dernière phrase musicale, ils figèrent dans une pause finale. Elle debout derrière son fauteuil, mains sur ses épaules. Lui, bras ouverts, tête levée, regardant droit devant. Pas vers le haut, ne cherchant pas l'inaccessible. Mais droit devant. Vers l'avenir qui existait encore. La musique s'arrêta. Le silence qui suivit sembla éternel. Puis le théâtre explosa. Ce n'étaient pas de simples applaudissements. C'étaient des cris. Les gens se levèrent de leur siège, frappant des mains avec force, certains pleurant ouvertement. Une ovation qui secouait les murs, remplissant chaque centimètre de l'espace d'une approbation tonitruante. Les lumières de la scène s'allumèrent complètement. Elle regarda la salle et vit à travers les larmes brouillant sa vue. Elle vit sa mère pleurer au premier rang. Elle vit Catherine, main sur la poitrine, radieuse. Elle vit le critique influent à côté de Victoria griffonnant furieusement dans son carnet, le visage montrant surprise et peut-être admiration. Et elle vit Victoria. La femme était debout parmi les autres, mais n'applaudissait pas. Elle regardait simplement, le visage une mosaïque d'émotions contradictoires. Colère, jalousie, et peut-être, juste peut-être, une lueur de reconnaissance d'avoir perdu une bataille qui n'aurait jamais dû commencer. Il tourna le fauteuil pour la regarder. Il tendit la main. Elle la saisit. Ensemble, ils firent la révérence. Lui se penchant autant que le fauteuil le permettait, elle courbant le corps en salut respectueux au public qui n'arrêtait pas d'applaudir. Catherine monta sur scène, les serrant tous les deux fort. « Vous avez fait l'histoire aujourd'hui », chuchota-t-elle, assez fort pour que les deux entendent malgré le bruit. « Une vraie histoire. » Les autres danseurs du récital vinrent les féliciter. Des inconnus du public s'approchaient de la scène en criant des compliments. Des photographes prenaient des photos frénétiquement. Des journalistes prenaient déjà des notes pour leurs articles. Mais au milieu de tout ce chaos, elle croisa à nouveau son regard. Et dans ce regard, il y avait de la gratitude. Pas la gratitude condescendante d'un riche aidant un pauvre. Mais la gratitude authentique de quelqu'un qui a été sauvé. De quelqu'un qui a retrouvé son chemin vers la maison grâce à l'aide d'un autre. « Merci », dit-il, bougeant seulement les lèvres, Samson sous le vacarme des célébrations. Elle acquiesça. Aucune parole n'était nécessaire. Tout ce qui devait être dit avait été exprimé à travers la danse. Plus tard, dans les coulisses, tandis qu'elle changeait de tenue et tentait de digérer tout ce qui s'était passé, Catherine apparut avec des nouvelles. Le principal journal l'a déjà confirmé. Ils publieront demain un article en une sur votre performance. Le critique venu a été impressionné. Il a dit que c'était la performance la plus émouvante qu'il ait vue depuis des années. Elle avait du mal à y croire. Tout semblait irréel.
Trop rapide. Trop grand pour être vrai. Et ce n'est pas tout, poursuivit Catherine, une lueur spéciale dans les yeux. Il veut proposer quelque chose. Tu peux l'attendre ici quelques minutes? Avant qu'elle ne puisse répondre, Catherine sortit. Elle revint quelques minutes plus tard avec lui, toujours dans son fauteuil, mais avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était de la joie. De la pure joie, non contaminée par l'amertume ou le regret. « Je veux créer quelque chose », dit-il sans préambule. Un projet. Un institut de danse offrant des bourses complètes aux jeunes défavorisés. Enseigner la technique, oui, mais surtout montrer que la danse est un outil de transformation, de guérison, de liberté. Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. « Et je veux que tu en fasses partie. Pas comme élève. Comme fondatrice. Comme professeur. Comme voix garantissant que ce projet conserve son essence, sa véritable mission. » Elle resta sans voix. C'était trop. Tout se passait trop vite. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » continua-t-il. « Réfléchis. Parle avec ta mère. Mais sache que ce n'est pas de la charité. C'est un partenariat. Parce que j'ai besoin de toi autant que toi. Tu as besoin de cette opportunité. Peut-être même plus. » Catherine posa la main sur son épaule. « C'est une offre sincère. Et ce serait un honneur pour moi de vous aider à construire ce projet. Apporter mon expérience, mes contacts, tout ce que je peux contribuer. » Sa tête tournait. Mais au fond, quelque part au-delà de la logique et de la peur, elle savait déjà la réponse. « Oui, » dit-elle. « Oui, j'accepte. » Son sourire illumina tout. 6 mois plus tard, elle se tenait devant un bâtiment qui n'existait pas auparavant. 3 étages de verre et de béton, avec de grandes fenêtres laissant la lumière naturelle inonder les studios de danse à l'intérieur. Au-dessus de l'entrée principale, des lettres dorées formaient les mots qui la faisaient encore cligner des yeux d'incrédulité à chaque fois qu'elle les voyait. Institut de danse Riverside. Un nom simple, mais chargé de sens. La rivière qui traversait la ville représentait le flux, le mouvement, la transformation continue. Exactement ce que ce lieu voulait offrir. La construction avait été rapide, impulsée non seulement par des ressources financières, mais par une détermination collective. Il avait investi une grande partie de sa fortune personnelle dans le projet. Catherine avait apporté son réseau de contacts, obtenant des dons de matériel, des collaborations avec d'autres professionnels de la danse, des partenariats avec des institutions culturelles. Et elle, eh bien, elle avait apporté son histoire. Sa voix. Sa compréhension viscérale de ce que signifiait être exclu des opportunités qui devraient être accessibles à tous. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qui n'aurait jamais pu exister individuellement. L'inauguration était prévue pour cet après-midi. Des dizaines de jeunes de différents quartiers de la ville avaient déjà été sélectionnés pour les premières classes. Des enfants et des adolescents qui, comme elle des années auparavant, avaient du talent mais pas de ressources. Qui avaient des rêves mais pas de portes ouvertes. L'Institut changerait cela. Il offrirait non seulement des cours de danse, mais un suivi psychologique, un soutien nutritionnel, une aide pour le matériel scolaire. Une éducation holistique reconnaissant qu'on ne peut pas bien danser lorsqu'on a faim ou quand l'esprit est consumé par des préoccupations que les enfants ne devraient pas avoir. Elle entra dans le bâtiment, ses pas résonnant sur le sol brillant. Les murs étaient décorés de grandes photographies de danseurs célèbres, mais aussi de photos des futurs élèves. Des visages de toutes les couleurs, des sourires pleins d'espoir, des yeux brillants de possibilités. Au centre du hall principal, une plaque expliquait la mission de l'Institut avec des mots qu'elle avait elle-même contribué à rédiger. Ici, danser est un droit, pas un privilège. C'est un outil de guérison, pas seulement de divertissement. C'est un pont entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Catherine se trouvait dans le plus grand studio, supervisant les derniers ajustements avant la cérémonie. Elle se tourna en entendant les pas, souriant avec cette chaleur maternelle devenue si familière ces derniers mois. Nervous. Terrifiée, admit-elle. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Que nous avons réussi à le faire arriver. C'est toi qui l'as fait arriver, corrigea Catherine. Cette nuit-là au théâtre, cette danse, a été le catalyseur de tout cela. C'est le moment où les gens ont vu ce que la danse peut réellement être lorsqu'on enlève toutes les couches d'élitisme et qu'on va droit au cœur. L'article du journal le lendemain du récital avait été dévastateur dans le meilleur sens possible. Le critique n'avait pas épargné les éloges, qualifiant la performance de « moment définitif de la saison culturelle », louant non seulement l'exécution technique, mais surtout le courage émotionnel des deux. L'article avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, suscitant des discussions sur l'accessibilité à l'art, sur ce qui constitue l'excellence véritable, sur comment la danse peut être un outil d'inclusion plutôt que d'exclusion. Et avec cette attention vinrent les opportunités. Il avait été invité à des conférences,
des interviews, des événements où il pouvait parler de son parcours et du projet qu'il construisait. Elle avait également reçu des invitations, plus prudente au début, s'habituant encore à l'idée que sa voix comptait, que son histoire avait de la valeur au-delà de son expérience personnelle. Victoria n'était plus apparue. Des rumeurs disaient qu'elle avait quitté la ville, cherchant des opportunités ailleurs. Une part d'elle éprouvait de la pitié pour la femme. La pitié pour quelqu'un de si consumé par l'amertume qu'il ne pouvait célébrer le succès des autres. Mais surtout, elle ressentait de la gratitude. Parce que sans cette sabotage à la fête, sans ce moment de désespoir qui l'avait forcé à improviser, peut-être rien de tout cela ne se serait produit. Parfois, les obstacles qui semblent vous détruire sont ceux qui vous reconstruisent le plus fort. Sa mère était dans le public monté pour la cérémonie, discutant avec la mère de lui. Les deux femmes avaient développé une amitié improbable mais sincère, unies par l'amour de leurs enfants et la joie de les voir s'épanouir. La santé de sa mère s'était considérablement améliorée grâce à un traitement approprié et à la réduction du stress financier. Il y avait encore des jours difficiles, mais de plus en plus rares. Et lors des bons jours, elle brillait. Il arriva 15 minutes avant le début de la cérémonie. Il n'était pas seul dans son fauteuil roulant. Il marchait. Lentement, avec l'aide d'une canne, chaque pas demandant clairement un effort conscient. Mais il marchait. Des mois de physiothérapie intensive, une détermination inébranlable, un refus d'accepter les limitations comme définitives avaient produit ce miracle partiel. Il ne danserait jamais comme avant. Il ne ferait jamais ces sauts impossibles des anciennes photos. Mais il pouvait se déplacer. Il pouvait se tenir debout. Et c'était suffisant. « Comment ça va ?» demanda-t-il lorsqu'il arriva à proximité. « Prête » répondit-elle, et c'était vrai. Toute la nervosité s'était transformée en quelque chose de différent. Anticipation. Excitation. Profonde gratitude d'être là, à ce moment, faisant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. « Il y a quelque chose que je dois te montrer avant de commencer », dit-il en lui faisant signe de le suivre. Ils se rendirent dans une plus petite salle au 2e étage. Il ouvrit la porte, révélant un espace qu'elle ne connaissait pas. Les murs étaient couverts de photographies. Mais ce n'étaient pas ses anciennes photos de danse. C'étaient de nouvelles photos. De la nuit du récital. Des dizaines capturant différents moments de la performance. Elle tournant. Lui, les bras levés. Tous les deux ensemble, créant des formes impossibles avec leur corps. Et dans chaque photo, cette vérité brute dont Catherine parlait toujours. Cette émotion qui ne peut être feinte. « Je me suis dit que tu devrais avoir ton propre studio de souvenirs, » dit-il doucement, « pour nous rappeler d'où nous sommes partis. Comment nous sommes arrivés ici. » Elle sentit les larmes brûler. Elle les laissa couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de clôture d'un cycle et d'ouverture d'un autre. « Merci, » réussit-elle à dire. « Pour tout. Pour croire. Pour m'avoir donné cette chance. »« Non, » secoua-t-il la tête. « Merci à toi. De ne pas avoir abandonné quand j'avais abandonné moi-même. De me rappeler que la vie continue après la perte. Qu'elle peut être différente, mais pas forcément pire. » Ils restèrent là quelques instants, simplement à observer les photos, laissant ces images dire ce que les mots ne pouvaient exprimer complètement. La cérémonie d'inauguration fut simple mais émouvante. Le maire était présent, avec les conseillers municipaux, des représentants d'organisations culturelles, des journalistes, et surtout, les familles des futurs élèves. Des gens ordinaires. Des parents travailleurs. Des mères accomplissant des miracles avec peu. Des enfants qui verraient enfin leur talent reconnu et nourri. Catherine parla en premier, expliquant la vision pédagogique de l'Institut, les méthodes utilisées, la philosophie guidant chaque cours. Elle parla de la danse comme langage universel, comme moyen d'exprimer l'inexprimable, comme outil de connexion humaine transcendant les barrières de classe, de race et d'origine. Puis ce fut son tour. Il monta sur la petite scène, appuyé sur sa canne, et le simple fait d'être là debout déclencha des applaudissements émus. Il attendit que le silence revienne avant de commencer. « Il y a 1 an, j'étais un homme brisé », commença-t-il, la voix ferme malgré l'émotion. Pas seulement physiquement, bien que cela ait été assez douloureux. Mais émotionnellement, spirituellement, j'étais en morceaux. J'avais perdu quelque chose qui définissait qui j'étais et je ne pouvais imaginer comment continuer à exister sans cela. Il fit une pause, la regardant sur le côté de la scène. Puis quelqu'un est entré dans ma vie et m'a montré quelque chose que j'avais oublié. Il m'a montré que la danse n'a jamais été une question de pas parfait ou de technique impeccable. Cela a toujours été une question de vérité. D'utiliser le corps comme instrument d'expression de l'âme. Et cette capacité ne disparaît pas lorsque le corps change. Elle trouve simplement de nouvelles formes pour se manifester.
Sa voix trembla légèrement, mais il continua. Cet institut existe parce que je crois que tout le monde mérite d'avoir accès à cette forme d'expression. Que le talent n'est pas le privilège des riches. Que les rêves ne devraient pas être déterminés par un code postal ou un compte bancaire. Et que lorsque nous donnons aux gens les outils pour s'exprimer véritablement, nous créons non seulement de meilleurs danseurs, mais des êtres humains plus complets, plus connectés, plus vivants. Les applaudissements éclatèrent. Les gens se levèrent. Les mères pleuraient. Les enfants regardaient, écarquillant les yeux, commençant à comprendre que c'était pour eux, que cet espace beau et nouveau serait le leur. Puis ce fut son tour. Elle monta sur scène, le cœur battant, regardant cette mère de visage. Certains connus, la plupart inconnus, mais tous là parce qu'ils croyaient en la même chose. Croyaient que l'art a du pouvoir. Le pouvoir de guérir, de transformer, de libérer. Je ne devrais pas être ici, commença-t-elle, voyant certaines personnes froncer les sourcils, confuses. Statistiquement, des personnes comme moi n'atteignent pas des endroits comme celui-ci. Pas comme enseignante, pas comme fondatrice, pas comme autre chose que des servantes invisibles. Et pendant longtemps, j'ai accepté cela. J'ai accepté que ma place dans le monde était petite, limitée, prédéterminée. Elle prit une profonde inspiration, trouvant de la force dans les mots qu'elle devait dire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas de la chance. C'était une rencontre. Quelqu'un m'a donné une chance alors que je n'avais aucune raison de la mériter. Quelqu'un a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que des limitations. Et cette rencontre m'a appris que nos histoires n'ont pas besoin d'être déterminées par notre point de départ. Elles peuvent être redéfinies par ce que nous choisissons de devenir. Elle montra le bâtiment autour d'elle. Cet endroit existe pour créer plus de rencontres, pour offrir plus de chances, pour prouver que le talent existe partout, simplement en attente d'opportunités. Et lorsque nous offrons cette opportunité, lorsque nous ouvrons des portes au lieu de les fermer, nous n'aidons pas seulement des individus. Nous enrichissons toute la société de voix qui autrement resterait silencieuse. Elle regarda directement les enfants dans le public. Vous appartenez ici. Vos histoires comptent. Vos rêves sont valides. Et tout ce que vous devez faire, c'est vous présenter, travailler dur, et laisser la danse parler à travers vous. Parce que lorsque nous dansons véritablement, lorsque nous laissons notre mouvement exprimer qui nous sommes vraiment, nous créons quelque chose que personne ne peut nous enlever. Nous créons la liberté. Les applaudissements furent assourdissants, mais elle les entendait à peine. Elle regardait sa mère dans le public, voyant la fierté sur ce visage qu'elle aimait. Elle regardait Catherine, sa mentor et amie, qui hochait la tête avec approbation. Elle regardait lui, dont les yeux brillaient d'émotion. Après la cérémonie, il y eut un petit cocktail. Les gens circulaient dans les studios, émerveillés par les installations, posant des questions, prenant des photos. Les enfants couraient, certains testant déjà des pas sur le parquet brillant, riant et jouant avec la liberté que seule l'enfance permet. Elle trouva un moment de silence dans le petit bureau qui serait le sien. Elle s'assit sur la chaise encore parfumée de neuf, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Il y a 1 an, elle n'était qu'une employée désespérée acceptant un travail impossible pour payer les factures médicales. Aujourd'hui, elle était cofondatrice d'un institut, professeure, symbole de quelque chose de plus grand que sa propre histoire. Il apparut à la porte, frappant légèrement pour ne pas l'effrayer. Puis-je entrer ? Bien sûr. Il s'approcha, toujours avec sa canne, et s'assit sur la chaise en face de son bureau. Ils restèrent un moment en silence confortable, simplement absorbant la réalité de ce qu'ils avaient accompli. « Vous savez ce qui est drôle » dit-il enfin. « Pendant des années, j'ai cru que ma seule contribution significative au monde serait à travers ma propre danse. Que ma valeur résidait dans les pirouettes que j'exécutais, dans les applaudissements que je recevais, dans la perfection technique que j'atteignais. » Il sourit, mais c'était un sourire mélancolique. Mais il s'avère que ma véritable contribution a commencé lorsque j'ai cessé de pouvoir danser de cette manière. Lorsque j'ai été forcé de trouver d'autres façons de donner un sens à ma vie. D'autres façons d'utiliser mon amour de la danse pour créer quelque chose qui dure au-delà de n'importe quelle performance. « Tu danses encore » dit-elle doucement. « Juste d'une manière différente. »« C'est vrai » acquiesça-t-il. « Et cette nouvelle danse, cette danse de construire quelque chose de plus grand que moi-même, d'aider les autres à trouver leur propre voie, finit par être plus gratifiante que n'importe quel solo que j'ai jamais exécuté. » Il la regarda directement, et il y avait quelque chose de définitif dans ce regard. « Tu m'as sauvé. Sauvé d'une vie d'amertume, de gaspillage, de mort vivante. Et je ne pourrai jamais te remercier assez pour cela. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-elle. Tu m'as donné des opportunités qui ont changé ma vie entière.
Tu m'as montré que je pouvais être plus que ce que les circonstances essayaient de me convaincre que j'étais. Alors nous sommes quittes, sourit-il, tendant la main. Elle la saisit, serrant fermement. Ce n'était pas une poignée de main formelle. C'était un pacte. C'était une reconnaissance. C'était une gratitude mutuelle pour cette rencontre improbable qui avait transformé deux vies brisées en quelque chose de nouveau et de beau. Dans les mois qui suivirent, l'Institut prospéra. Les premières classes se révélèrent aussi talentueuses qu'espérées, certaines enfants démontrant des aptitudes naturelles dont n'importe quelle école professionnelle serait fière. Plus important encore, toutes manifestaient de la joie. Cette joie pure qui vient de faire quelque chose pour lequel son corps a été fait, d'exprimer quelque chose que les mots ne peuvent atteindre. Elle et Catherine développèrent leur propre méthode pédagogique, mélangeant techniques classiques et exploration créative, discipline et liberté d'expression. Elles ne voulaient pas créer des robots exécutant des pas mécaniquement. Elles voulaient nourrir des artistes comprenant la danse comme langage personnel, comme outil de découverte de soi. Il poursuivit sa physiothérapie, repoussant toujours les limites, cherchant toujours à s'améliorer. Il y eut des jours difficiles, quand la douleur était forte ou quand la frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose qu'il faisait automatiquement auparavant le consumait. Mais ces jours étaient de plus en plus rares. Et les bons jours, il enseignait. Travaillait avec des élèves ayant des limitations physiques similaires, montrant que la danse est accessible à tous les corps, que la créativité peut transformer des limitations en caractéristiques uniques d'expression. 1 an après l'inauguration, l'Institut organisa son premier récital public. Toutes les classes participèrent, montrant ce qu'elles avaient appris. Ce n'était pas parfait. Certains enfants oubliaient des pas, d'autres étaient nerveux. Mais c'était plein de vie, d'énergie, de vérité brute qu'aucune technique sophistiquée ne pourrait reproduire. Sa mère était dans le public, saine et rayonnante. Sa mère aussi, pleurant de fierté. Catherine regardait avec satisfaction, en mentor voyant ses méthodes validées. Les journalistes documentaient, les critiques prenaient des notes, et surtout, des familles entières célébraient leurs enfants brillants sur une scène qu'elles n'avaient jamais imaginée accessible. À la fin du récital, elle et lui montèrent sur scène ensemble. Pas pour danser, bien qu'ils le fassent encore parfois en séance privée, juste pour le pur plaisir du mouvement. Mais pour parler. Pour remercier. Pour réaffirmer l'engagement de l'Institut envers sa mission. Il y a 1 an, nous avons inauguré cet espace avec une promesse, dit-elle au public. La promesse que la danse serait un droit, pas un privilège. Que nous ouvririons des portes au lieu de les fermer. Que nous reconnaîtrions le talent où il existe, indépendamment du nom ou du code postal. Et aujourd'hui, continua-t-il, nous tenons cette promesse. Chaque enfant sur cette scène est la preuve vivante que lorsque nous offrons une opportunité véritable, lorsque nous croyons au potentiel au lieu des limitations, nous créons non seulement des danseurs, mais des êtres humains plus complets, plus confiants, plus connectés à ce qu'ils sont réellement. Les applaudissements résonnèrent toute la nuit. Mais elle les entendait à peine. Elle regardait ses enfants sur scène, voyant en eux le reflet d'elle-même des années auparavant. Des enfants qui avaient désormais une chance, qui avaient désormais une voix, qui savaient désormais que leurs rêves comptaient. Et elle comprit que c'était la vraie danse. Pas les pas exécutés sur scène, mais les pas faits quotidiennement vers un monde plus juste, plus inclusif, plus humain. Un monde où des rencontres improbables peuvent générer des transformations impossibles. Où des personnes brisées peuvent se reconstruire ensemble. Où danser est un droit pour tous ceux qui ont une âme pour s'exprimer. Cette nuit-là, lorsqu'elle rentra enfin chez elle, épuisée mais heureuse, elle s'arrêta devant le miroir. Elle regarda son propre reflet. Et pour la première fois depuis longtemps, elle aima entièrement ce qu'elle voyait. Pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais parce qu'elle était devenue ce qu'elle avait toujours été destinée à être. Quelqu'un qui utilise ses cicatrices comme force. Quelqu'un qui transforme la douleur en but. Quelqu'un qui danse non seulement avec le corps, mais avec toute sa vie. Et cela, réalisa-t-elle, était la plus grande liberté de toutes. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement et de transformation qui prouvent que nos fins ne sont pas déterminées par nos débuts, mais par les choix que nous faisons tout au long du chemin.